Bien, bonjour à tous. Effectivement, il faut vraiment, voyez, qu'on le mange tout proche pour qu'on nous entende. Bonjour à tous, bienvenue dans l'un de nos tout premiers ateliers de cette édition des Assises du journalisme de 2022 à Tours, avant celle de Bruxelles cet automne et juste après celle de Tunis qui viennent d'avoir lieu en mars. C'est dire si les gens qui bossent aux Assises bossent comme des dingos. Au menu ce matin, la presse quotidienne régionale et particulièrement ses correspondants locaux de presse. La presse quotidienne régionale peut-elle se passer de leur talent et quel sort leur réserve-t-elle? On commence à s'en préoccuper et notamment depuis la création du collectif national des correspondants locaux de presse. À son initiative, entre autres, vous, Elina Barbero. Bonjour. Bonjour. Alors ça ne se voit pas, vous avez l'air grande comme ça, mais en réalité, vous avez un an à peine, même pas. Vous êtes née en juin 2021 et vous comptez déjà 150 adhérents et une quarantaine de titres se voient ainsi représentés. C'est un joli succès, mais c'est sans doute aussi un symptôme que nous allons aborder d'abord avec vous, Loris Guémard. Je ne peux pas vous regarder, sinon je suis plus dans le micro. Ah ben oui, je pourrais le tenir. Ouais, bon, bref, je me débrouille. Loris Guémard, je ne vous regarde pas, mais vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes journaliste. Et pour Arrêt sur Image, vous avez publié en 2020 une enquête sur ces correspondants locaux de presse. Une enquête que prolonge, d'une certaine façon, Antoine Comte sur votre gauche journaliste, qui lui termine son Master 2 à l'Institut du journalisme de Tours. Et puis, autre journaliste venu en voisine et en courant, Caroline Deveau, chargée des contributeurs. Bah oui, j'allais pas vous louper. En retard aussi, oui, ça c'est vous qui le dites. Chargée des contributeurs à la Nouvelle République pour le département 37, Indre-et-Loire. Et rien que sur ce territoire, en un seul département, des correspondants locaux, on en compte 80. On voit que ce n'est pas négligeable. Alors pour partir du constat, on va commencer avec vous, Loris Guémard. Votre enquête s'intitule « La presse régionale n'a pas attendu Uber ». Ça donne un peu le ton. Vous pointez leur grande précarité. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils ne disposent pas de bureau, ils n'ont pas de protection sociale. Ils ont ce qu'on va appeler un salaire avec des guillemets assez dérisoire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous avez commencé cette enquête et qu'est-ce qui vous a amené à la faire aussi? Alors, je vais commencer par ce qui m'a amené à la faire, ce sera peut-être le plus simple. Mais en fait, j'ai été correspondant. Et ayant été correspondant, j'ai assez vite constaté que les conditions de travail, alors on était en 2014, j'oserais dire n'avait rien à envier à celle d'un chauffeur Uber, mais en fait à l'époque la problématique des chauffeurs Uber n'était pas vraiment sur le devant de la scène. En fait j'ai été marqué par un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'absence de salaire, puisque ça n'est pas du salaire, c'est une indemnisation, une compensation pour un sujet. J'ai constaté aussi qu'il y avait une hypocrisie absolument incroyable, en tout cas dans le journal où moi j'étais, qui était, en l'occurrence c'était Paris-Normandie, puisque, en fait, vu des gens, le correspondant est un journaliste. C'est-à-dire qu'on attend du correspondant, quand le correspondant il va sur le terrain, ce qu'il fait quand même la plupart du temps, il n'est pas traité comme un sous-journaliste, il est vu comme un journaliste. Il est considéré comme ça, on attend les lecteurs attendent de lui un travail de journaliste, et pourtant, sa rémunération ne lui permet pas en réalité, sauf s'il est très consciencieux et qu'il aime bien donner de l'argent à son journal, de faire un travail de journaliste, parce qu'en fait, on ne peut pas faire un travail de journaliste à 4 € de l'heure. La situation, elle est aussi simple que ça. Moi, je l'ai fait parce que, on va peut-être en parler plus tard avec la Nouvelle République, mais c'était effectivement une voie d'entrée pour moi qui n'avait pas fait d'école. Elle était là, je l'ai prise. Disons que j'ai très vite été conscient du fait qu'il fallait absolument pas que je fasse ça longtemps, parce que, en plus, j'ai constaté que le correspondant qui est compétent, les journaux aiment bien les garder comme correspondant. Parce que c'est formidable, il est payé 4 € de l'heure et puis il bosse vraiment comme un journaliste. Alors ça, c'est vraiment la situation idéale. J'ai cherché à me renseigner pour comprendre un petit peu d'où venait ce statut, pour comprendre éventuellement ce que j'aurais à payer comme charge, parce qu'en fait, à un moment, l'URSSAF vient toquer à la porte. Alors ça prend 2-3 ans en général quand elle y pense, mais quand elle y pense, le correspondant découvre alors qu'il n'est pas payé 4 € de l'heure, mais plutôt 3 ou 2, parce qu'en fait, il doit de l'argent aussi à l'URSSAF. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert qu'il y avait quasiment aucun contenu médiatique dessus. Et quand je dis médiatique, je veux dire, il y avait un blog Mediapart à l'époque. C'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Ce qui fait que c'est très dur même de savoir à quoi on a droit, ce qu'on est, quel est notre statut. Dans les locales, les journalistes, la plupart du temps, ne sont pas réellement au courant de ce qu'implique ce statut. Je me suis juré qu'un jour j'en parlerai parce que je trouvais ça absolument scandaleux. Et donc 2020, c'est pas un hasard, c'est aussi après le premier confinement et ça a été un peu compliqué pour eux cette période. Alors en fait voilà, à la fois j'étais embauché à Arrêt sur Image et en fait
évidemment, j'attendais mon occasion parce qu'on attend toujours l'actualité quand on est journaliste. Ah, on peut aussi la créer quand on est bon journaliste. Non, pardon, c'était juste pour vous embêter. Vous avez parfaitement raison, mais j'étais pas forcément. Vous l'avez créé. J'étais pas dans cette position-là à Sur Image à l'époque. Et donc j'ai attendu une actu et j'ai eu la chance immense en tant que journaliste que des correspondants s'organisent. Ce qui arrive, on va dire, une fois tous les 10 ans. Et ils ont envoyé un communiqué à quelques médias choisis, dont Arrêt sur Image. Et je me suis jeté dessus comme un mort de faim, parce que ça m'a permis de traiter la problématique. Et en fait, c'était assez incroyable, parce qu'en fait, effectivement, le confinement est arrivé, c'est-à-dire que les journaux n'avaient plus besoin de correspondants pour remplir leur page d'un coup. Puisqu'en fait, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'actu, il ne se passait plus rien, il n'y avait plus de choses à couvrir. Donc les premiers qu'on a mis au chômage, c'est exactement comme les chauffeurs Uber, on a mis au chômage les correspondants. Sans les mettre réellement au chômage, peut-être d'ailleurs, si non, on a juste arrêté de leur donner... On a arrêté de leur demander des choses. Exactement. Alors, pour autant, les éditeurs de presse n'ont pas souhaité vous répondre à vous. Bon, c'est Arrêt sur Image, votre réputation peut-être vous précédait. En tout cas, 2 d'entre eux le font, répondent à l'enquête radio qui est en cours de montage en ce moment d'Antoine Comte. Ouest France et Sud-Ouest vous ont répondu. Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur leur situation et sur celle de leurs correspondants locaux, Antoine? Déjà, c'était compliqué de les avoir. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait... J'ai dû les relancer à de multiples reprises, mais ils ont fini par répondre. Et la réponse sont un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on a... Première réponse, on a la loi. Ils disent qu'ils ont un statut, que ce ne sont pas eux qui font les abus parce que c'est encadré par la loi. Donc eux n'ont pas le pouvoir de changer. C'est-à-dire qu'ils disent à leurs correspondants de plus s'adresser, que ce soit au ministère de la Culture ou plus haut, pour peser en fait sur la législation. Et sinon, en fait, quand on creuse, on aborde très vite le problème économique. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que le budget correspondant était à peu près le 2e après les salaires des journalistes et les tirages. Et donc si on se mettait à régulariser en fait les correspondants, que ce soit en salariés ou même en pigistes, ça provoquerait la chute du modèle économique de la PQR et donc de leurs journaux. Je ne sais pas si c'est une excuse parce que c'est aussi une réalité que la presse quotidienne régionale va mal dans la presse actuelle, mais c'est ce qu'on dit beaucoup. Après tout, on est quand même, ils sont quand même conscients qu'il y a un changement au niveau de la sociologie des correspondants. Peut-être qu'on va en parler après, mais on n'est plus sur ce qu'on voyait dans les années 80, c'est-à-dire un peu des personnalités locales, par exemple l'instituteur ou le curé qui aime mettre son village, sa commune dans les journaux. On est sur des gens qui ont changé, on est sur beaucoup d'étudiants. Je l'ai été aussi, qui, comme l'a dit Loris, qui essaye de mettre un pied dans la profession en passant correspondant. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est qu'on est aussi, j'ai pu vous avoir aussi pour cette enquête, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, certaines célibataires qui ont cet emploi de correspondant comme principal revenu et qui se sont retrouvées un peu dans l'embarras quand il y a eu tous ces problèmes de crise sanitaire et tout. Et c'est pour ça que le fait que ça s'organise, ça peut être pas mal. Et justement, j'ai proposé l'idée à ces rédactions, est-ce qu'ils seraient d'accord, par exemple, de se réunir autour d'une table avec le ministère de la Culture, avec le correspondant, et j'ai l'impression qu'il n'y a déjà pas beaucoup de contacts, peut-être qu'on ne fait pas tout pour, et que la route sera un peu encore longue pour ça. Caroline Devos, vous avez mis en place un chargé des correspondants locaux de presse par département, je le disais tout à l'heure, justement pour essayer, sinon de régler les problèmes, parce que vous n'avez pas tout dans les mains, vous, à votre place de journaliste, mais au moins de recréer du lien. En quoi ces correspondants vous sont-ils si précieux? Vous me parliez quand on a préparé de la notion de proximité. Oui. Allez-y, prenez le micro. Il faut vraiment que vous voyez sur le... D'accord. Voilà, parfait, comme ça. D'abord, je pense que nous, ce que viennent de dire les interlocuteurs ne correspond pas précisément, nos correspondants à nous. Moi aussi, j'ai été correspondante en début de carrière pour rentrer dans le métier. C'est ce que j'ai fait aussi. Et à l'époque, effectivement, je vivais, j'avais pas d'autre activité. Ce qui n'est absolument pas le cas de nos correspondants locaux. Nous, on a en Indre-et-Loire un peu moins de 80, mais 70 correspondants. Nous ne prenons que des gens qui ont d'autres activités ou un autre revenu. C'est-à-dire soit des gens qui sont essentiellement retraités, soit des personnes qui ont un autre travail ou qui sont auto-entrepreneurs. Donc dans nos correspondants, il y en a très peu qui ne vivent que de ça. Enfin, moi, j'en connais pas. Et de toute manière, moi, j'en recrute actuellement. Je ne suis pas autorisée à en recruter des gens qui n'auraient pas d'autres revenus que celui-là. Donc leur profil a évolué comme le disait Il n'a pas évolué, il a toujours été comme ça. Et moi, j'ai été correspondante et effectivement, à l'époque, à la Dépêche du Midi,
on m'a pas embauché comme journaliste, mais c'était mon objectif. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... Aujourd'hui, à l'ANR, on n'a quasiment pas de gens qui sont comme moi, des jeunes, qui en fait veulent rentrer dans le métier par le biais de la correspondance. Mes correspondants, les correspondants, d'ailleurs il y en a qui sont ici dans la salle, on en a à travers le département qui couvre plusieurs communes ou qui sont généralement sur un secteur géographique, plusieurs communes. Ces personnes-là ne vivent pas de ce... À chaque fois qu'on recrute un correspondant, c'est pas une excuse, hein, mais on leur explique bien qu'il ne s'agit pas d'un revenu qui suffit pour vivre, quoi. Hein. Alors comment vous définissez leur mission quand vous leur dites voilà, je recrute des correspondants, quel rôle vous leur assignez qui serait différent ou semblable à celui d'un journaliste autre? Alors on leur assigne pas, je veux dire, comme il n'y a pas de lien de subordination, ce qui fait qu'on n'a pas, on leur explique la mission qui est la leur, qui est de couvrir l'actualité de proximité, l'actualité locale de leur zone géographique, des villages, des communes dont ils dépendent, mais alors parfois on va leur demander s'ils peuvent aller à tel ou tel endroit. Par contre, on ne va pas leur imposer une production minimale ou, je veux dire, on ne peut pas leur imposer puisqu'on n'est pas, ils sont pas salariés. Hein, donc c'est un statut hybride effectivement, mais de plus en plus vous me disiez vous-même qu'il y avait des informations qu'ils étaient moins amenés à traiter parce qu'on les trouvait sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux comme telle ou telle kermesse, etc. Vous me disiez on leur demande moins des comptes rendus de ce genre de choses et parfois plus des portraits, des choses comme ça. Donc finalement des entre guillemets vrais papiers. Ah oui, mais de toute manière, ce sont des vrais papiers. Hein. Je veux dire, on publie des vrais papiers de gens qui écrivent vraiment, mais la différence, c'est qu'effectivement, ils ne vivent pas de ça principalement. C'est une collaboration. Ça a toujours été comme ça en Indre-et-Loire. Moi, depuis que je suis arrivée en Indre-et-Loire, on a toujours eu des correspondants qui, pour beaucoup, sont des retraités et qui s'investissent de cette manière dans la vie locale. Ça leur apporte quelques centaines d'euros par mois. Plus ou moins, moi je dirais qu'en Indre-et-Loire, on est entre 300 et 1500 euros par mois, en gros, dans nos correspondants locaux, en fonction de la production. Donc c'est effectivement à la pige, quoi, hein, comme on dit. Et selon la grille, je ne suis pas là pour défendre le modèle, hein, mais je... Non, c'est un salaire. Ah bah, alors c'est pas à la pige dans ce cas, c'est à l'article, on va dire. À l'article. Moi, j'ai été payée correspondante, j'ai été payée à l'article aussi, quand j'ai commencé. Mais moi, je cherchais à devenir journaliste, ce qui n'est pas le cas de la plupart des correspondants locaux. Ce que je veux dire, c'est que ce statut, il est le même pour nous depuis toujours. Depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Ce qui évolue, et c'est vrai, c'est qu'il y a la couverture d'événements... qu'on faisait des photos légendes un peu sur les kermesses d'école, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça évolue. Et je sais que certains journaux utilisent moins de correspondants aujourd'hui, mais nous, on a toujours le même nombre de correspondants et au contraire, on en recrute pour avoir un maillage de proximité sur l'ensemble du territoire. Alors, merci. Votre collectif, je l'ai dit, Elina, rassemble un grand nombre déjà de correspondants locaux de presse. Ma première question va être très simple. Je vais d'abord vous demander si vous partagez les constats énoncés par nos trois confrères et consoeurs précédentes, et puis quel constat supplémentaire vous auriez à ajouter. Ouais, alors un grand nombre, c'est qu'on est pour l'instant quand même relativement modeste, parce que 160 adhérents... Ah, mais en même pas un an, oui. Ma chère, pour une association, oui, c'est pas rien. Mais quand même, alors si on regarde les chiffres, justement, je voulais revenir bien près du micro. Je voulais revenir un petit peu sur les chiffres. Donc on est quand même 30 000 correspondants en France, autant que de journalistes. Proche du micro, proche. Ça marche pas là, c'est pas si, bon. Voilà, si, mais comme ça, comme si vous alliez manger une glace. Ok. Donc il y a autant de correspondants locaux de presse en France que de journalistes en fait. Et c'est une première aux assises qu'on en parle de ce sujet. Et je remercie Jérôme Bouvier et toute l'organisation des assises de pouvoir le faire parce que c'est un sujet important et c'est quelque chose qu'on cache un peu sous le tapis. En fait, moi j'estime que c'est un système scandaleux, clairement, que les organes de presse aujourd'hui exploitent des correspondants, une force de travail, une force de production pour 4 € l'heure, sans garantie. Exploitez bien votre micro, par contre. Oui, pardon. Les constats, surtout donc le statut de correspondant date de 1987, en fait, avec une réécriture en 1993.
le statut précise que le correspondant doit faire de la collecte d'informations. Alors dans les années 90, ça correspondait à un travail de notes, de comptes rendus, éventuellement de kermesse ou de pétanque, mais aujourd'hui, il n'en est plus du tout question. On reçoit des guides pour nous dire de faire des portraits, pour nous dire de faire des enquêtes, on nous explique comment faire la balance des blancs, des photos, enfin, on devient une espèce de spécialiste du local. Et moi, je dis, on fait un travail de journaliste localier, en fait. Et il y a même eu, si on parle d'évolution, pour moi, il y a eu un glissement de terrain, parce que ce que faisaient les journalistes localiers dans les années 90, aujourd'hui, c'est les correspondants qui le font, en fait. Et les journalistes, dans les rédactions, ce qu'ils font, c'est de la gestion de correspondants, de la gestion des équipes, et beaucoup de travail de bureau. Et en fait, ils vont plus sur le terrain. Donc, sur le terrain, c'est les correspondants. Et ce que je voulais dire comme chiffre aussi, c'est dans la presse locale, il y a un rapport de à peu près 1 pour 5. Il y a à peu près un journaliste pour 5 correspondants. À Ouest France, on est par exemple 500 correspondants pour 2500 journalistes. Donc c'est aujourd'hui les correspondants qui font vivre la presse locale, mais au prix de ce système-là que nous on dénonce et qu'on veut faire évoluer. Alors il y a déjà pas mal de réactions dans la salle, ça s'agite pas mal, donc on va vous donner un maximum la parole, parce que c'est quand même à ça que ça sert, les assises, c'est à échanger. Moi, j'ai encore un stock de questions, je pourrais faire la matinée. Hein. Mais le but, c'est pas que je sois moi mise en avant. Donc, je vais vous proposer de prendre la parole les uns et les autres. Si jamais il n'y a pas cette question, moi, j'en ai en paquet. En prenant la parole, dites-nous qui vous êtes. Comme ça, c'est bien. On ne se connaît pas tous. Qui vous êtes si vous représentez un titre. Et puis voilà. Donc, qui a envie de commencer? Ça a l'air de papoter à gauche, là-bas? Oui. Allez. Quelqu'un pour le micro. Bonjour. Près du micro. Ouais, ça va? C'est ça. Bonjour, alors moi je suis correspondante locale de la Nouvelle République depuis 1990, donc ça fait un nombre d'années. Donc je vais un petit peu tempérer les propos. Quand moi j'ai été embauchée comme correspondante, on m'a très bien précisé que j'avais un emploi salarié, je suis infirmière de métier, je travaillais dans une commune à l'époque, donc on m'avait bien précisé que ce n'était pas un salaire, et moi j'étais passionnée par le lien, le contact, donc l'aspect financier ne m'intéressait pas particulièrement. Donc je fais partie des vieilles correspondantes, si vous voulez, qui à l'époque, on faisait un travail de terrain, mais c'est vrai qu'on fait quand même un vrai travail de journaliste aujourd'hui. Mais moi c'était un petit peu mon souhait, si vous voulez, mais je n'ai jamais été imposée à faire quoi que ce soit. Mon problème de correspondante, moi, se dévie un petit peu sur une autre façon de fonctionner. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé, les frais qui nous étaient alloué il y a 30 années, ça a disparu. Les photos, avant, on avait un grand journal, donc on pouvait avoir 3-4 photos sur un même événement. Maintenant, c'est réduit à une photo. Donc c'est vrai qu'au niveau financier, moi, actuellement, si vous voulez, j'arrive à faire à peine 200 € par mois, en faisant beaucoup de boulot. Mais ce n'est pas ma préoccupation. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu mal placée pour parler. Néanmoins, je suis un peu d'accord que c'est le correspondant qui fait la vie du journal. C'est mon avis, de plus en plus. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. On a reçu, en préparant cette table ronde, un témoignage, je ne me souviens pas de son nom, mais voilà, sans doute, d'un délégué syndical, c'est vous qui me l'avez transféré, donc c'est ça, et qui disait aussi, qui tissait le lien avec l'importance qu'avait la presse locale, avec les questions, les enjeux de démocratie. Donc c'est le témoignage que vous nous donnez, madame, témoigne bien de ça, de l'importance du lien social et du fait que vous faites, que vous pratiquez ce métier pour ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Excusez-moi, ce n'est pas un métier. Oui, pour moi. Je le précise, cette mission ou cette fonction. Voilà. Et c'est vrai que l'important d'avoir le lien social et de pouvoir rapporter la parole de tout le monde, c'est très important, surtout actuellement. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Loris et Antoine? Est-ce que c'est pas ça justement un peu le piège? C'est-à-dire que dans la mesure où des gens comme madame sont très investis dans cette mission, ont très envie de le faire parce que pour eux c'est important le lien social, etc., du coup, on n'a pas besoin finalement de mieux les payer et de mieux les indemniser puisque ça marche. Non, c'est moi qui le dis. Alors, non, mais c'est une excellente question et je pense que même vous êtes. Moi, j'en ai connu aussi des correspondantes comme vous, on va dire des historiques. Et effectivement, il n'a pas dit préhistorique. On l'a échappé. Vous correspondez peut-être à ce qui était l'origine de ce statut. Qui faisait sens. Et à l'époque, moi j'ai eu des correspondants qui étaient correspondants des années même 70, 80, 90 et qui me disaient, mais à l'époque, en plus, c'était plutôt bien rémunéré. C'est-à-dire que l'indemnisation, par ailleurs, était considérée comme plutôt confortable. Aujourd'hui, c'est
beaucoup moins le cas, parce que bon, pour tout un tas de raisons, mais je vais parler pour Ouest France, que je connais un petit peu mieux, et pour Publi Hebdo, je ne veux pas faire le procès de la Nouvelle République, parce qu'ils ont eu le courage de venir, donc je voudrais vous remercier d'abord. Oui, puis alors c'est pas... Non, non, c'est pas du tout la fête à qui que ce soit. Je voulais bien préciser dès le départ. Après, chacun exprime ses... vous avez bien vu, si ça avait été la fête A, on n'aurait pas laissé Madame témoigner. Donc c'est la fête de personne. Mais je dois effectivement confirmer ce que dit Loris. On a eu un petit peu de mal à motiver des éditeurs de presse locale à venir participer. Donc en effet, merci beaucoup Caroline. Mais non, c'est la fête de personne. Et puis alors surtout que c'est pas vous qui allez être responsable pour la presse entière. Et c'est pas vous qui êtes responsable de la situation économique de la presse quotidienne régionale non plus. Non, on est là pour essayer de comprendre les choses et d'essayer de les améliorer ensemble et de partager des constats et des pistes. Mais il n'est pas question de faire le procès de qui que ce soit autour de cette table, ça c'est sûr. Voilà, c'est bien dit. Non, mais en fait, je pense que le système faisait sens quand le statut a été créé. Et qu'il y a eu pour tout un tas de raisons, et notamment financières, et là, si je devais faire le procès de quelqu'un, ce serait des responsables financiers des titres, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, le correspondant coûtait beaucoup moins cher qu'un journaliste, en fait. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis beaucoup moins cher, je parle d'un facteur 3, 4 ou 5, si on prend en compte les frais, si on prend en compte les cotisations, si on prend en compte, etc., etc. Un correspondant qui se blesse sur le trajet de son reportage n'est pas indemnisé, n'a pas d'arrêt de travail, n'a pas de chômage, n'a droit à absolument rien. Et tout est comme ça. Et je pense que ce qui faisait sens en 1980 ne le fait plus du tout aujourd'hui en 2022. Et si je peux me permettre, j'ajouterai un autre aspect qui est un aspect éditorial, c'est-à-dire aussi que les journaux locaux et les rédactions en chef des journaux locaux n'exigent plus du tout la même chose, ni de leurs journalistes, ni de leurs correspondants en 2022, qu'en 1980. J'aurais tendance à dire que s'ils sont beaucoup plus exigeants, c'est tant mieux pour les lecteurs, mais ça implique aussi qu'à mon sens, on doit se poser la question, est-ce qu'on peut encore payer les gens 4 € de l'heure pour faire ce travail-là ? Caroline, justement, c'est intéressant Est-ce que vous, parmi vos correspondants, il y a des gens qui rencontrent des difficultés, qui vous les exposent? Parce que j'imagine qu'en tant que, justement, personne qui les encadre et les accompagne, on en parlera tout à l'heure aussi, mais les aide peut-être en matière de formation, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous remontent de leur part en vous disant, je suis quand même en grosse galère avec les frais, avec ci, avec là? Est-ce que vous avez des retours comme ça, même s'ils sont sporadiques? Disons qu'effectivement, on a recréé ce poste de chargé des correspondants. Il a existé à l'ANR depuis longtemps. Il avait un peu disparu. Et il a été recréé. Il a disparu pourquoi? Parce que les effectifs de journalistes diminuent aussi, du fait des difficultés des difficultés économiques des journaux, qui sont réelles. Les difficultés économiques sont extrêmement importantes. Et les effectifs de journalistes diminuent. Et donc on avait effectivement ce poste-là dédié à un journaliste à l'animation du réseau de correspondants. Ça paraissait trop à une époque parce qu'on n'avait plus parce qu'on est extrêmement chargé en termes d'aller sur le terrain justement et de rédiger quand même. On continue beaucoup nous-mêmes à faire des articles et à aller sur le et aussi à produire des contenus web, nous les rédacteurs de terrain. Donc on n'a pas voulu, on voulait plus dédier un poste entier à l'animation, à la question des correspondants. On est revenu en arrière et on l'a recréé, donc je l'occupe maintenant, parce que justement on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement des correspondants, de renforcement, puisque donc pour répondre à la thématique de la table ronde de la PQR, peut-elle se passer? Nous, c'est pas du tout notre choix. Je sais qu'il y a par exemple à la Voix du Nord, ils ont perdu les 3/4 de leurs correspondants. Et ils n'ont plus de rubrique locale, quasiment de village, etc. Ce qui n'est pas du tout le choix de l'ANR, par exemple. Et du coup, on fait le choix aussi de continuer à renforcer notre réseau de correspondants. On en recrute aujourd'hui dans les quartiers de la ville, de Tours, ce qui ne veut pas dire que toute la locale est faite par des correspondants, parce que les pages de ville, elles sont faites par les journalistes, toute la production web est faite par des journalistes, etc. Les gens qui vont, enfin voilà, au conseil municipal de Tours, ce ne sont pas des correspondants qui y vont, ni à Chinon, ni à Loches, ni à Amboise, ni etc. Dans les villages, oui, mais même si je vais y aller moi prochainement, mais non, mais une commune de la périphérie, je veux dire. Et voilà, donc on a besoin d'effectivement d'accompagnement. C'est plus
par rapport à comment traiter effectivement tel ou tel sujet, des conseils. Mais effectivement, je ne vais pas leur donner des conseils non plus. Je ne peux pas demander à un correspondant de trouver un angle comme un journaliste, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une tendance. On va aller un petit peu vers ça parce que effectivement, la locale à l'ancienne, entre guillemets, elle est un peu dépassée par les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est toute une réflexion effectivement collective entre les correspondants et nous. Mais on n'a pas, j'ai pas des correspondants qui me disent qu'ils sont en galère par rapport à quoi, les frais par exemple. Quels frais les frais de déplacement. Oui, alors il y a eu avec l'augmentation du prix de l'essence par exemple. Oui, c'est ça, mais même sans augmentation. Enfin, j'imagine que pour aller d'un endroit à un autre, il faut parfois il se déplace et il y a des kilomètres, les kilomètres sont comptés et il y a un défraiement. Combien 27 centimes le kilomètre. Avant, on avait des frais de matériel, des frais de kilomètres. Oui. Là, il y a une évolution avec le... Mais moi, on me l'a pas... Je veux dire, personne n'est venu vers moi me dire c'est affreux, on n'a plus de déplacement. Enfin, tu vois... On connaît qu'il y a une dégradation dans ce domaine-là. Oui, mais il y a une dégradation aussi, c'est sûr, peut-être, mais... Moi, on me l'a pas... C'est pas quelque chose que les gens me viennent vers moi en me disant « Oh là là, quelle horreur, on a pu... je sais pas quoi, mais... On me l'a pas dit, en tout cas, mais... Peut-être au-dessus. Loris, vous vouliez ajouter une petite précision, puis après on va repartir dans la salle pour recueillir d'autres témoignages. Ouais, je voulais gérer le micro, je garde le mien parce que j'en ai besoin tout le temps. Oui, je vais être très bref, c'est juste parce que pour l'instant il y a un certain nombre de choses qui relèvent du même sujet mais qui est resté de l'ordre de l'implicite. Il a été évoqué le fait qu'on peut donner des conseils mais pas former, qu'on peut suggérer des sujets mais pas les exiger. En fait c'est une chose toute simple, exiger un sujet par écrit d'un correspondant ou lui donner quelque action de formation que ce soit, ouvrirait à requalification à un poste de journaliste. Et donc il y a des instructions aujourd'hui très claires dans la plupart des titres de PQR et de PHR pour ne pas ouvrir les postes de correspondants à des requalifications en tant que journaliste. Alors hop, Elina, vous emballez pas. Dans le micro. Une petite précision, on les connaît les éléments de langage. On ne demande pas de faire un sujet, on propose. Alors récemment à Ouest France, ils changent leur plateforme de transmission des articles, sauf qu'en fait, faut nous former sur cette nouvelle plateforme. En plus, on va devoir faire des vidéos, rentrer plus de photos et faire du référencement pour que les papiers soient plus cliqués sur le web. Et pour faire ça, faut être un peu formé en fait. Donc on a un message en nous demandant, en nous proposant de venir à une réunion, en nous disant que c'est quand même fortement recommandé. Donc nous, on a demandé juste d'être payé. On dit, cette formation, on y va si on est payé. Non, vous ne serez pas payé, zéro. Les déplacements, non. Et surtout, ce n'est pas une formation. Le directeur départemental nous a précisé, c'est une réunion conviviale. Et cette hypocrisie, nous, franchement, on en a marre, quoi. C'est une réunion conviviale. Et alors, elle est tellement conviviale, cette réunion, parce que c'était, puisque vous voulez des frais de déplacement, en fait, on va vous proposer un rattrapage en visio. Donc, on va rattraper un moment convivial de non-formation en visio. Et on en est là quand même dans les éléments de langage d'aujourd'hui. Ça montre qu'il y a un petit problème. Donc j'ai le micro aussi quand même. Il y a un truc qui me choque de dire, donc on a une activité à côté, on n'emploie que des correspondants qui ont une activité à côté. Donc au nom de ça, ça autoriserait à les sous-payer. Mais c'est quand même dingue ce truc. Quelqu'un qui alors, aurait... C'est pas la faute de Caroline, entendons bien. Non, mais c'est l'élément général de langage. Ne le regardez pas comme ça. Regardez ailleurs. Non, mais... Alors, on n'a pas les moyens de les payer plus, mais en fait, l'esclavagisme, c'est un système qui fonctionnait hyper bien. Au niveau économique, c'était top. Donc, ça aurait, comme dit Roselyne Bachelot, ça aurait déséquilibré le système, de mettre fin à ce système. Je me dis, mince, mais en plus... le système des correspondants, c'est quelque chose qui est très particulier à la France. Moi, j'ai pris contact avec des syndicats en Allemagne. Je me suis dit, quoi, votre truc de correspondant? Non, nous, on a des journalistes, en fait, et on les paye en freelance. Il y a des journalistes dans les locales et ils sont payés comme des papiers de journalistes. Ils ne connaissent pas ce statut ailleurs. Alors, ça pose peut-être vraiment la question, ça pose profondément la question de la situation économique et de ce que font les actionnaires, etc. parce que là, on n'en a pas autour de cette table, donc on ne va pas pouvoir... De dire que les correspondants ont un boulot super à côté qui leur permet de vivre. On a fait un sondage auprès de 640 correspondants. 51% d'entre eux nous ont dit avoir besoin de ces revenus pour vivre. Et au niveau des femmes, on est à 64%. Et on évolue de plus en plus vers des femmes qui font ce travail à temps plein. Et moi, j'appelle ça un travail. Je suis désolée, je ne vois pas comment appeler ça d'autre. On va laisser Antoine qui voulait ajouter un petit complément, puis après on repart dans la salle.
C'était juste pour rebondir sur ce qu'on disait sur la couverture du territoire et le fait que les frais augmentent pour les correspondants. C'est-à-dire que beaucoup de correspondants m'ont dit qu'à cause de ces frais qui augmentent, ils vont par exemple pas se déplacer, ils vont plutôt demander un communiqué à une organe pour ensuite rentrer dans leurs frais et ne pas avoir à dépenser trop d'essence. Quand on parle de couverture locale, je pense que ça dessert particulièrement l'actualité, le fait de ne pas pouvoir aller sur place pour des raisons financières. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une discussion qui devrait s'ouvrir pour privilégier aussi la qualité, c'est ça, la qualité de l'actualité. Allez, qui dans la salle d'autres a envie d'apporter son témoignage, de poser sa question, de râler, de dire qu'il est content? J'ai le micro si ça vous dérange pas. Allez-y. Je m'appelle Mathieu Slis, je suis étudiant à l'école de journalisme de Lille et je voulais rebondir sur ce que disait Madame De Vos à l'instant que La Voix du Nord avait perdu quasiment tous ses correspondants. Moi j'ai peut-être une petite idée de la raison pour laquelle ils ont un petit peu tous perdu. Moi je fais ça depuis quelques années. Donc je voulais être journaliste déjà et on m'avait vraiment plus ou moins dit implicitement ou explicitement même que c'était une bonne manière de bien se faire voir et de pouvoir rentrer dans cette rédaction sachant que ça embauchait peu et que c'était bien que ça se passe bien. Donc j'avais un peu ça dans le crâne dans le sens ok, fais le maximum. Donc j'y vais. Je pensais que j'allais signer un espèce de contrat ou quelque chose comme ça. J'ai rien signé du tout. Donc ok, je me suis dit c'est peut-être normal. Enfin j'étais jeune, etc. Et j'ai continué comme ça. J'ai continué comme ça, ok. Donc ouais. J'avais 20 ans. Au début, on m'envoyait des petits messages pour dire est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ça. Après, on m'envoyait des messages la veille pour un match pour le lendemain. Et je me disais faut que j'y aille parce que parfois j'annulais des week-ends pour rentrer chez moi pour me disant faut que j'y aille pour ce match, on va bien me voir, etc. Finalement, j'étais tellement impliqué, etc. Je devenais la bonne personne à contacter parce que même la veille, j'allais voir un match. Du coup, je remplaçais parfois les journalistes parce que du coup, j'ai commencé à bien écrire. J'allais voir des matchs quasi professionnels de foot. Je passais l'après-midi, j'allais en voiture, etc. Et moi, dans ma tête, je tenais le coup en me disant que ce taf-là, j'aimais bien le faire parce que j'aime faire ça. Et je pense que c'est comme ça que ce système vient. C'est que si ce système tient, c'est au fond de nous, on aime faire ça. Et c'est tellement une passion que j'acceptais de rien gagner en fait. Enfin, ça se stabilisait. Moi j'appelle ça un taf quasi bénévole, dans le sens où ça stabilisait le fait que j'y allais, que je prenne un coup à boire là-bas ou quoi, et je gagnais pas d'argent, j'en perdais pas, je passais un bon moment. Et après on rentre un peu plus dans la profession. Maintenant je suis à l'école de journalisme. Maintenant pour le même travail, je suis payé 100, 200 € l'article. Et je me dis en fait pourquoi je faisais ça avant, et j'ai arrêté. Donc maintenant je fais plus. Et La Voix du Nord, je pense qu'ils sont un peu tristes de plus m'avoir parce qu'ils m'envoient encore des messages. Est-ce que tu veux voir tel match? Bah désolé, mais non. En plus, dernier truc que je disais, c'est que j'avais pas signé de contrat, etc. Et je devais quasiment courir après l'argent qu'on me devait, entre guillemets. Donc moi, je tenais moi-même un tableau. Tel match, je suis allé voir, j'ai fait tel signe. J'envoyais à chaque fois à la RH, je l'envoyais 2-3 fois, le temps que ça me revienne et que je reçoive l'argent. Souvent, j'attends 2 mois avant de recevoir, alors que ça s'équilibre juste. Enfin, moi, j'ai engagé des frais pour ça. Donc voilà, c'était juste témoignage de comment ça marche actuellement et que ça fonctionne uniquement sur la bonne volonté et le côté passion. Et moi, je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris en faisant ça. C'était aussi une formation et auquel je comprends ce que vous dites, Madame De Vos, c'est une manière de se former. Le média peut se dire oui, on forme un journaliste aussi en lui donnant sa chance, etc. Mais il y a aussi un questionnement à se dire est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner vraiment? Caroline, dans le micro. On va vous repasser le micro. Allez-y. Moi, je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, parce que moi, j'ai vécu ça totalement moi-même. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue journaliste. J'ai pas fait d'école. Je suis rentrée comme correspondante à la Dépêche du Midi. J'avais 23 ans, par là. J'ai fait ça pendant 3 ans. Je passais tous mes week-ends, les sports le week-end, la locale la semaine. C'est vrai que le journal m'exploitait à mort, je suis d'accord. Je gagnais pas grand-chose. Enfin, là, je dirais pas que ça s'équilibrait. Moi, je gagnais quand même, je vivais à peu près là-dessus, sur ce que je gagnais. Je faisais des têtes de page en local. Le week-end, j'allais collecter les résultats sportifs. Je faisais des comptes rendus de matchs de rugby. J'allais le déposer à la Dépêche du Midi le dimanche soir, etc. Bon, nous, on a un système maintenant qui est différent. Les articles sont calculés automatiquement à partir de Yahoo Portail, je crois, hein, et donc, je veux dire, ils ont pu accourir pour remettre leur book en fin de mois. Ça se fait automatiquement. Il y a une assistante qui calcule, etc. Bon, je dis pas que c'est le nirvana, mais il y a une différence entre des gens comme vous, qui êtes des jeunes au départ, vous faites de la correspondance dans l'idée de devenir journaliste. Hein. Donc c'est comme un début pour entrer dans le métier, qui a toujours été difficile, l'entrée dans ce métier. Moi, j'ai commencé dans les années 90, enfin, hein, il y a plus de 30 ans,
Et c'était déjà difficile. Quand on n'avait pas fait d'école, c'était, je veux dire, à part devenir correspondant, effectivement. Et d'ailleurs, à la Dépêche du Midi, ils n'ont pas voulu m'embaucher. Donc j'ai fait 3 ans de la correspondance pour ne pas être embauché. Et j'y travaillais jour et nuit, je remplaçais les journalistes le week-end, etc. Le moins qu'on puisse dire est que ça teste la motivation, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. Mais je veux dire, il y a une différence entre un jeune qui fait de la correspondance pour devenir journaliste dans l'idée, hein, et des gens qui font... Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas exploités, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le même statut tout à fait. Des gens qui font comme activité à la retraite pour gagner quelques centaines d'euros. Et c'est vrai que ça arrondit les fins de mois, comme on dit, hein, mais... c'est quand même pas la même chose, mais voilà, il y a une petite différence, il me semble. Mais... Oui. Alors, ouais, je voulais, juste avant qu'on reparte dans la salle, je voulais, Antoine, que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez pu entendre sur la question de la formation, parce qu'on l'a juste effleuré. Là, on l'entend pas mal dans la salle avec des gens dont vous d'ailleurs, qui disent aussi, moi j'ai été correspondant pour devenir journaliste ensuite. Est-ce que parmi les gens que vous avez interviewés, Antoine, la question de la formation ou de la difficulté de savoir comment on fait un article, etc., s'est posée? En fait, ça dépend les titres de presse. C'est-à-dire qu'on a des titres de presse qui s'impliquent vraiment dans la formation. Parfois, on peut se dire même un peu trop, parce que c'est comme si on leur donnait une formation pour être journaliste, alors que dans les faits, ils ne sont pas. Qui s'impliquent dans l'accueil. Voilà, qui s'impliquent dans l'accueil. L'accompagnement, il y a beaucoup de pour dire ça. Et on a d'autres, au contraire, qui sont engagés comme ça et qui m'ont dit, en fait, c'est vous qui m'apprenez des choses sur le statut. Donc il y a aussi un certain flou qui n'est pas normal, parce que Madame De Vos parlait du fait qu'elle exigeait que ses correspondants n'aient pas cette activité comme première activité. C'est ça? Aucun de nos correspondants n'a cette activité comme principale. Ok. Alors qu'il y a des journaux, c'est pas du tout ça. En fait, ce que j'aimerais aussi vous demander, c'est est-ce que vous mettez en place un suivi pour vous assurer en fait qu'il n'y ait pas de changement dans l'activité de vos correspondants? Alors, on lui rend le micro et après on repart dans la salle. Est-ce qu'il y a un suivi pour s'assurer que la situation n'a pas changé, qu'on n'a pas perdu son job? Ça, c'est les ressources humaines. Moi, je n'ai pas... De la situation des personnes, parce que la question d'Antoine était, puisque on n'embauche pas des personnes dont c'est le revenu principal, est-ce qu'on s'assure que... disons qu'on en a quand même une bonne partie qui sont retraités, donc je pense que leur statut ne peut pas changer. Hein, mais non. Après... oui, mais... Vous parlez d'autres choses qui a évolué. Je connais On pas ça. va rien faire sans micro, madame. Et puis on vous le redonnera tout à l'heure s'il faut. Pas de souci. Il y avait effectivement une intervention, justement. Mais je peux juste rebondir sur le suivi, en fait. Moi, je suis rentrée comme correspondante à Ouest France. J'étais salariée. Mon contrat s'est terminé, j'étais au chômage. J'en ai informé la journaliste référente, qui n'a jamais eu l'idée ni l'envie de me demander d'arrêter. Au contraire, elle me disait « Ah tiens, j'ai vu un boulot passer, peut-être que ça te plairait ». Enfin, c'était de cet ordre-là, en fait. Une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus, en fait. Et puis, d'autant plus que j'étais au chômage. Oui. Et puis, d'autant plus que j'étais au chômage, j'avais besoin de ce revenu complémentaire, en fait. Toujours. Donc, en fait, non, il n'y a pas de suivi. En tout cas, à Ouest France, il n'y en a pas, c'est sûr. Et je voulais juste rebondir sur ce que Antoine Comte disait aussi sur la professionnalisation et les frais de déplacement. Il y a quelque chose de très nouveau, en fait, dans le système des correspondants, c'est qu'avant, on était correspondant d'un village. Aujourd'hui, on est correspondant de 15 villages, parfois, dans certains titres et dans les montagnes, avec des déplacements qui vont jusqu'à 40 km pour aller pour un reportage où on va être payé 7 € sans frais de déplacement. Donc là, on peut aussi parler d'abus de la part des journaux. Et pourquoi les correspondants se retrouvent à couvrir 15 villages? Parce que les journaux n'arrivent plus à recruter. Et madame, vous parlez d'embaucher un correspondant, mais non, on n'embauche pas un correspondant, on collabore avec un indépendant. Donc toute la terminologie, en fait, prouve bien que vous avez besoin des correspondants, que les journaux, c'est pas vous, pardon, mais que vous avez besoin des correspondants. Et ma question était celle-ci, est-ce que vous savez quel pourcentage de pages couvrent les correspondants locaux? Quelle est la part écrite par les correspondants, quelle est la part écrite par les journalistes? J'imagine que ça dépend des titres. Après, il y a la production web aussi aujourd'hui. Et puis il y a le web, oui. Comment on peut analyser, mais je veux dire, c'est sûr que le rôle des correspondants est important, on ne dit pas le contraire. Hein, je veux dire, nous, justement, si moi, ce poste de chargé des contributeurs, il montre que nous, à la ANR, on ne dit pas qu'on n'a pas besoin des correspondants, au contraire. Voilà. Après, les payer mieux...
Pourquoi pas, mais je sais pas. Ça, c'est honnêtement. En plus, moi, je peux pas répondre à cette question-là parce que moi, je suis chargée des contributeurs de la bourse. Hein, mais je ne sais pas si, économiquement parlant, il serait possible d'augmenter la rémunération de qui que ce soit, d'ailleurs, parce qu'on n'augmente pas celle des journalistes non plus. Donc, on est quand même dans des difficultés économiques qui sont majeures, avec un prix du papier qui a encore augmenté de 40% en janvier. Je ne défends pas le modèle, hein, je ne dis pas que c'est bien comme système. Peut-être qu'un jour, on ne va plus pouvoir avoir des correspondants, c'est possible. Parce qu'on n'aura plus les moyens de payer, hein, mais je sais pas. Alors, je n'ai pas la réponse. On a une intervention, une autre, avant que j'en ai une moi-même, dans la salle. Oui, bonjour. Donc, je suis Pablo Iquel, secrétaire général adjoint du SNJ-CGT. Je suis ravi de vous voir et de rencontrer en vrai des gens avec qui je parlais plutôt par téléphone. Alors, Loris l'a mis dans un de ses articles. Le SNJ-CGT a changé ses statuts lors du dernier congrès pour ouvrir la porte à tous ceux qui, sans journaliste, sans avoir accès au statut de journaliste professionnel tel quel, c'est d'une certaine manière ouvrir la porte aussi aux CLP qui sont des faux CLP. C'est une question qui, moi, me taraude depuis très longtemps. J'ai été moi-même journaliste en PHR, donc j'ai coordonné le travail d'un certain nombre de CLP, donc j'ai dû regarder bien le statut à l'époque et savoir mettre un peu ces limites dont vous parlez et qui aujourd'hui n'en sont plus en fait. C'est vraiment un système qui ne peut plus fonctionner. Je vais vous lire un message parce qu'on parle beaucoup, notamment les jeunes qui ont débuté, on pense beaucoup à ce que nous on ressent en tant que personne qui veut entrer dans le métier, par exemple, de journaliste, comment CLP peut être J'en ai vu énormément des gens qui entraient dans le métier en tant que CLP. Je leur disais, si vous voulez devenir journaliste, ne restez pas CLP. Il faut absolument en sortir, devenir journaliste à la pige. Maintenant, je suis journaliste à la pige. Je peux vous dire que le suivi dans des entreprises qui emploient énormément de journalistes pigistes n'est pas meilleur. C'est-à-dire les DRH ne veulent pas nous prendre en compte, ils ne veulent pas établir l'existence d'un contrat de travail, donc c'est vraiment la précarisation totale. Et je vais vous lire, parce qu'il faut savoir ce que pensent les autres en fait. On pense beaucoup à ce que nous on pense nous-mêmes, en tant que correspondant, en tant que journaliste débutant, et on ne prend pas assez le temps de voir ce qu'ils pensent eux, les actionnaires, les dirigeants. Et il y a un monsieur qui s'appelle Romain Begramian, qui est aujourd'hui dirigeant d'Infopro Digital, et qui a écrit en 2017, je le garde bien dans mon téléphone, une chronique dans JDN, le journal des news. Du net. Du net, voilà. Du net. Une chronique dans laquelle il dit « Un média d'avenir qui s'ignore, la presse régionale ». Bon, c'est une longue chronique, je ne vais pas lire tout dans le détail. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Mais il dit « La PQR garde objectivement des atouts considérables pour autofinancer la diversification dont elle a besoin. » Et sur les 4 points d'avantage, il dit « Un vivier de correspondants locaux des presses capable de produire de l'information de qualité pour un coût dérisoire. » Voilà ce que c'est l'avantage. Et en revanche, pour en profiter, un impératif, renouer avec des résultats conséquents. Et pour y parvenir, une seule solution, se décider à changer de modèle, ou au moins sur 2 points, ne plus écrire d'articles, mais devenir le fédérateur d'une information produite par les correspondants, et en conséquence logique, investir solidement dans la gestion du vivier des correspondants. Les tabous à affronter au sein de la corporation de journalistes sont énormes, mais c'est le prix à payer. Voilà, ça c'est les dirigeants d'entreprise, ils pensent ça, ils pensaient ça. Il faut en finir avec les journalistes pour continuer à... C'est un dirigeant d'entreprise, on peut peut-être espérer que tout le monde... Mais un jour, voilà, exactement, journal sans journaliste. Donc, pour moi, il faut que les correspondants locaux de presse qui vivent de ce métier-là prennent conscience qu'ils sont journalistes et que, à un moment donné, ils attaquent en justice ou ils puissent se permettre de négocier collectivement. La question de la négociation collective est une question clé. Et ce que vous faites avec votre association et dans vos journaux, c'est tout simplement du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est se réunir pour peser ensemble. Voilà. Alors, on va faire 2 réponses, Loris et Elina, peu importe en quel ordre.
On a eu une réunion en visioconférence avec le ministère de la Culture il y a quelques mois qui nous dit mais c'est déjà pas mal qu'on vous parle parce que vous n'êtes pas représentatif, vous n'êtes pas un syndicat. Mais comment être représentatif vu que de toute façon on n'a pas accès aux élections professionnelles. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Par contre, clairement, le ministère de la Culture nous a dit qu'ils avaient eu ils avaient été contactés par l'Alliance de presse d'information générale pour leur dire attention, ne touchez pas à ce statut. Nous, on ne veut pas que vous y touchiez. Clairement, ça nous sert, c'est pour toutes les raisons que vous avez dites. Donc, au niveau du ministère de la Culture, c'est oh là là, non, là, c'est ben, je vous dis que le SNJ-CGT est prêt à ouvrir cette porte et à travailler dans cette, législature sur cette. C'est une question de législature, c'est une question d'un travail qui va prendre 5 ans. Ça tombe bien, on est en début de mandat. Non, pardon, je plaisante, ça n'a rien à voir avec... Non, alors, allez-y, Loris. Je veux juste préciser 2 choses. D'abord, effectivement, le fait que le SNJ-CGT ouvre, qu'on puisse se syndicaliser au SNJ-CGT en étant correspondant est une nouveauté, et moi je la qualifierais même d'avancée majeure, puisque pendant très longtemps, la totalité des syndicats de journalistes, s'ils aidaient en cas de requalification, c'est-à-dire si un correspondant décidait d'aller au prud'homme, il était soutenu par les syndicats de journalistes, mais clairement, quasiment personne ne le fait parce que c'est 5 ans de combat pour pas grand-chose en fait à la fin. Par contre, ils ont toujours refusé que les correspondants puissent se syndicaliser puisque cela affaiblirait de leur point de vue le statut de journaliste pour lequel ils se battent. Donc les syndicats étaient pris un peu dans cette chose-là. Donc moi personnellement, je me félicite que le SNJ-CGT soit le premier à évoluer là-dessus. Et je voudrais préciser une autre chose qui concerne, alors je vais parler pour le groupe Ouest France, parce que c'est probablement le plus avancé dans cette démarche-là, c'est aussi le grand poids lourd en France, en termes d'emploi des correspondants, en termes de collaboration avec des correspondants. Et en fait, c'est quelque chose dont les journalistes ne se rendent pas forcément compte tant qu'on ne leur en parle pas explicitement. C'est que souvent, les localiers, d'année en année, en fait, ne sont plus journalistes locaux. Ils sont des rédacteurs en chef. Ils vont dans les événements les plus, on va dire, prestigieux et les plus proches. Le reste est couvert par des correspondants qu'ils doivent gérer. Mais ces journalistes ne sont pas payés comme rédacteurs en chef. Ils continuent d'être payés comme journalistes. Et en fait, souvent, ils ne se rendent pas compte que en fait, l'existence et la manière dont existe aujourd'hui le statut des correspondants est aussi une manière de tous les transformer avec des responsabilités pour lesquelles ils ne sont pas plus payés, en réalité. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Une espèce de pyramide de gens. Et j'aimerais bien vous entendre, lâchez pas le micro, Loris, parce que j'avais envie de vous entendre réagir à la lecture que nous a faite Pablo sur notre ami éditeur de presse qui nous disait qu'il fallait faire un journal sans journaliste. Est-ce que ça vous semble... Je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec ça, évidemment, personne autour de cette table et en face de moi n'est d'accord avec ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà. Mais est-ce que ça vous semble représentatif d'un point de vue assez général chez les éditeurs de presse ou est-ce que c'est un peu l'exception qui confirme la règle ? Alors, je tiens à préciser que la direction d'Infopro Digital est particulièrement près de ses sous, même dans le paysage d'une presse particulièrement près de ses sous. On est vraiment sur un exemple assez ultime. Je dirais, comme l'a très bien relevé la concernant la Nouvelle République, que ça dépend des journaux. Toute la situation n'est pas la même partout. Je parle beaucoup d'Ouest France et c'est chez Ouest France que le collectif est né. Ça n'est pas un hasard. Ouest France est probablement un des journaux les plus avancés en ce sens-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, chez Ouest France, c'est ce qu'a théorisé la direction. C'est-à-dire, effectivement, le correspondant devient un journaliste de qui on exige de plus en plus. Moi, j'ai vu des livrets de formation d'Ouest France. Ça n'a rien à envier à ce qu'on pourrait donner en première année d'école de journalisme. On apprend aux gens à faire des papiers anglais avec des photos anglais, en utilisant des termes choisis, avec des titres attractifs. Alors voilà, ça ne s'appelle pas livret de formation, c'est un livret d'accueil. Mais c'est clairement un processus qui est engagé et je pense que ce qu'écrit explicitement le patron d'Infopro Digital est dans l'arrière des têtes d'un certain nombre de gens, en particulier dans les services financiers, des titres de journaux. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un qui est comptable, il regarde les chiffres et il voit ce que ça coûte ou plutôt ce que ça coûte pas et il porte un message à la direction en disant bah, écoutez, voilà, à un moment, si ces gens-là, on doit les remplacer par des journalistes, en fait, on met la clé sous la porte dans 2 ans. Une autre intervention dans la salle. On va plutôt donner la parole à quelqu'un qui ne l'a pas encore prise. Il y a aussi plein de gens, sans doute, qui ont envie qui n'ont pas encore eu le temps. Mais on vous redonnera la parole tout à l'heure, madame, il n'y a aucun problème.
Oui, alors moi je suis correspondante pour la Nouvelle République et Caroline précise qu'elle n'a invité personne. Ah non. Je l'ai découverte dans le programme, je ne savais pas. Allez-y, madame. Alors c'est vrai que là c'est plutôt non pas vu du journal mais vu du côté correspondant. Je me questionnais un petit peu, mais je me questionne en général d'ailleurs sur le travail des retraités, on va dire. Et quand j'entends ce que disait Caroline, des revenus de 200, 300, ce qui est mon cas à peu près, jusqu'à 1500, je me dis si on arrive à des 1500, est-ce que là il n'y a pas quelque chose à imaginer pour... je ne sais pas, des emplois pour des jeunes, on va dire. Emploi, je parle. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à reconfigurer et que des journalistes pourraient, avec des vrais statuts... c'est vrai que moi, dans ce que je fais, j'y trouve du lien. Donc, je ne me plains pas, mais je n'aimerais pas considérer que je prends la place de quelqu'un d'autre. Et... pour ce qui est des formations, ou je ne sais pas comment on appelle, pour nous, c'est plutôt complètement la disparition de contact. Et je pense qu'on est aussi en demande de ça. Donc, on en a plus, qu'on l'appelle formation ou autre, on est quand même beaucoup livré à nous-mêmes. Pour ce qui est des revendications, on va dire, Caroline n'était peut-être pas là à ce moment-là, mais quelque chose qui nous avait, qui avait créé du lien social entre les correspondants, c'est quand on nous a fait payer le journal qu'on recevait. Voilà. À moitié prix, mais là, quand même, ça avait un petit peu rué dans les brancards parce que, alors beaucoup sont passés Oui, mais voilà. On s'est quand même senti un peu, je crois que les journalistes retraités le reçoivent toujours gratuitement et les correspondants en activité, ils le payent. Voilà, on a bien vu un petit peu. C'est pas du tout de quoi nous rassurer, mais vous savez que moi je suis journaliste pigiste aujourd'hui et je suis pas non plus abonnée du tout à tous les supports pour lesquels je travaille, parce qu'on me dit non, tu écris pas assez souvent. Je veux juste apporter une précision très importante. C'est pas rassurant, mais voilà. C'est très important parce qu'en fait, historiquement, sans le journal, les correspondants ne pouvaient pas établir leur relevé d'articles. Puisqu'ils ne savaient pas ce qui était publié. Tout à fait. Ils n'avaient pas d'informations, eux ils voyaient le journal et ils notaient leurs articles. Donc sans journal, ils pouvaient même pas se faire payer. Alors que maintenant c'est plus le cas, donc du coup on peut leur supprimer la machine, c'est pas simple. On n'avait pas fait le lien. Voilà. Mais bon, merci Maurice. Et merci madame pour votre témoignage, bien intéressant. Caroline, vous voulez... Attendez, vous allez y répondre, mais dans le micro. Parce que vous avez été... Elle explique que c'est une économie, ce qui est parfaitement vrai. Voilà, vous avez été interpellé, vous avez peut-être envie de réagir à la parole de vos correspondantes. Ce que dit Christiane par rapport à ce qu'on appelle formation ou lien, disons que c'est effectivement, c'est un peu mon rôle de recréer du lien avec les correspondants, alors je vais utiliser les éléments de langage, de les accompagner, ne pas de les former, mais de les accompagner, pas les stimuler, on va pas les... Oui, disons de les aider. On va pas faire le Elles sont très on va pas faire le procès. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de les stimuler là. Mais non, mais voilà. Après, sur la disparition du journal offert c'est vrai aussi des journalistes. Moi, j'ai eu le journal aussi gratuitement quand j'ai débuté à l'ANR. Je l'ai plus aujourd'hui. Maintenant je le lis sur la liseuse ENR la plupart du temps, mais on n'a même plus de journal papier quasiment à la rédaction. On nous en distribue presque plus. Et c'est avant tout une économie pour le journal. C'est une question de prix de production. Ils font des économies partout. Est-ce que Caroline, vous connaissez le nombre d'abonnés? Enfin, c'est pas le nombre en soi, mais ils se cassent la gueule ou ils se cassent la gueule, bien sûr. Ils se cassent la gueule. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une clé là dans cette histoire-là avec. Mais bien sûr que tout ça est lié. Et vous avez une idée de l'effondrement de l'emploi? Oui, j'ai une idée parce que moi je suis rentrée à l'ANR fin 99. J'avais déjà travaillé avant. Depuis que j'ai commencé à travailler, moi dans la presse écrite, la vente des journaux n'a cessé de baisser. Mais là, par exemple, vous connaissez les chiffres ou pas? On est passé à 135 000 exemplaires à peu près sur l'ensemble de la zone NR, alors on était à 200
250 000 quand je suis rentrée, moi, au journal, dans les débuts 2000, en 20 ans. Quoi. Donc c'est quasiment moins 50% en 20 ans. Et par contre, effectivement, on est beaucoup plus lu aujourd'hui sur Internet, mais ça ne nous rapporte rien. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est en matière de publicité. Est-ce que les recettes publicitaires ont suivi le même chemin? C'est souvent lié. Alors, je ne sais pas. Là, ça va être plus difficile de répondre. Je ne suis pas sûre de ça. Mais oui, enfin, tout ce qui est pagination dépend aussi de la publicité. Oui. On gère, en fait, le déclin, comme l'avait maladroitement dit notre directeur. Mais en fait, c'est vrai que les chiffres de vente s'effondrent d'année en année. Et le chiffre de lecture sur Internet augmente, il augmente beaucoup. Et la publicité sur Internet augmente également. Elle augmente relativement de manière importante, mais c'est absolument pas suffisant pour rattraper la perte sur le papier. Et ça, c'est un élément fondamental, parce qu'on pourrait tout faire si on n'avait pas ce problème-là. Avec l'augmentation du prix du papier de plus de 40% en début d'année, en plus. Est-ce que cette baisse des abonnements, vous qui bossez à Arrêt sur Image, vous l'observez un peu partout, Loris? On va vous repasser le micro. C'est des ventes, hein, les abonnements. Vous dites abonnement, mais nous, on a de la vente. Ce qui se casse la figure énormément, c'est la vente en magasin, surtout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe de façon assez générale, ou est-ce que c'est vraiment PQR, cette difficulté, Loris? On vous repasse le micro. On ne fait pas trop le business à Arrêt sur Image, mais je le connais un petit peu forcément. De ce que moi je peux en dire, c'est qu'en fait la baisse dans la PQR est très inférieure à la baisse dans la presse nationale. C'est-à-dire que le rythme est plus lent par rapport à, je veux dire, quand un journal comme Libé tire à 30 000 exemplaires, là on a une baisse. Je veux dire, non mais pas sans micro. Non, mais c'est juste pour dire. C'est juste que la chute, elle est partout, mais elle est moindre, elle est moins rapide pour la PQR. C'est ça que vous dites. L'érosion a été moins immédiate et un peu moins rapide dans la PQR. Maintenant, elle existe. Hein. Non, mais je suis pas là pour dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. Je donnais juste un point de comparaison pour dire que c'était encore pire en presse nationale. Mais la presse nationale, là, depuis 1, 2, 3 ans, certains titres arrivent à tirer leur épingle du jeu grâce aux abonnements numériques. Ce mouvement est encore assez peu enclenché dans la presse locale. Il va peut-être venir. Alors, moi, je voudrais juste dire un truc, c'est je pense qu'il va venir, mais il sera au coût de changements journalistiques absolument majeurs, qui ont commencé à être engagés. C'est notamment pour ça qu'on demande aux correspondants de ne plus couvrir forcément toutes les kermesses, par exemple, parce que plus personne ne paye pour lire ça, à part les organisateurs de la kermesse, mais en fait ça fait plus assez de monde, concrètement. C'est aussi pour ça que les correspondants qui font des enquêtes, on aime bien ça. Les journaux, de leurs journalistes aussi, exigent des enquêtes. Mais je pense que... Et alors, en fait, ça rejoint la question des correspondants. C'est qu'à un moment, en fait, je pense qu'on va se rendre compte, ou il faut qu'on se rende compte, que si on veut un travail journalistique de grande qualité, acharné, qui fasse vendre le journal, c'est-à-dire, pour le dire très vulgairement, où ça saigne un petit peu dans les pages quand on parle des pouvoirs, on va plus pouvoir se contenter d'envoyer des gens payer 4 € de l'heure sans protection et sans secret des sources. Justement, vous me faites une habile transition vers la question de la déontologie, parce que moi, c'était pas d'aparté, les amis, parce que ça sert à rien, personne n'arrive à vous suivre. Ça pose aussi, il me semble, la question de la déontologie, justement, cette question de juste distance par rapport au pouvoir, aux pouvoirs en place. Comment est-ce qu'on gère ça déjà, c'est pas facile quand on est journaliste de proximité dans le village, mais quand on est correspondant local de presse, c'est peut-être encore plus complexe. Est-ce que c'est pas aussi une des données du problème? Ok, Lina, allez-y. Alors, cette question-là, pas tous en même temps. Je pense qu'elle se joue à tout niveau de la presse et pas plus chez les correspondants qu'ailleurs, en fait. Oui, on nous propose de boire un pot avec le maire après le conseil municipal. Moi, j'ai jamais dîné avec le maire de ma commune. Par contre, je connais des journalistes qui dînent avec la maire de Nantes. Voilà. Donc, les questions déontologiques, on se les pose évidemment. Oui, il y a des maires qui nous demandent de ne pas parler de tel sujet. On y réfléchit, on en parle avec les journalistes conseils. Et dans le micro, on en parle aussi. Évidemment, on ne fait pas ce que les maires nous demandent. On n'a pas... Alors, de toute façon, les questions déontologiques... Non, mais je veux dire, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème de déontologie chez les correspondants, mais pas plus, pas moins que dans toutes les autres sphères journalistiques, en fait, c'est tout. Alors, je tiens à préciser qu'il y a quand même une différence majeure qui n'est pas du côté du correspondant ou du journaliste, qui est du côté de la direction du journal. Un journaliste qui tutoie le maire et qui est son pote, le journal, il peut dire écoute, désormais, tu vas changer de local, et puis on va aller te mettre ailleurs.
Un correspondant, concrètement, on peut pas... Alors, je vais parler du point de vue de la direction. On ne peut pas s'en passer. Alors, s'il est président d'une asso et puis qu'il n'arrête pas de mettre l'asso dans les pages, bon, bah, après tout, on peut bien lui laisser ça. S'il est copain avec le maire, on peut bien lui laisser ça. Parce que concrètement, s'il faut trouver quelqu'un d'autre pour couvrir ces 14 communes-là, bah, ça va pas être facile. Après tout, il envoie ses papiers à l'heure. Et ça rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est effectivement de la responsabilité des rédactions. Moi, je connais des rédactions, par exemple, où il y a des directeurs généraux des services qui font la communication de la mairie, clairement. Ben moi, en tant que correspondante, ça m'a choqué. J'ai dit à la journaliste, tiens, c'est bizarre quand même, le DGS, là, il passe son temps à passer les communiqués de la mairie. Ah ouais, mais bon, bah oui, non, on peut rien faire. Donc on le garde, le correspondant, évidemment. Et qui est garant de ça, normalement, ben, c'est les rédactions, et ça se passe pas forcément. Ça s'appelle du conflit d'intérêts, ni plus ni moins. Ben oui, mais ça c'est pas, comment dire, c'est pas du fait d'une pseudo-incompétence du correspondant. Non, c'est pas... Je ne sais pas en fait si les questions déontologiques s'apprennent spécialement dans les écoles de journalisme en fait. Bah, si, on peut espérer que si. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait on touche à un point qui est absolument crucial, qui est celui dont parlait Antoine, qui est celui de la production éditoriale. C'est-à-dire que contrairement, en fait, même si les journalistes ne le savent pas toujours, les journalistes ont du pouvoir dans leur rédaction. Ils ont du pouvoir individuellement, ils peuvent refuser de couvrir des sujets, ils ont du pouvoir collectivement, c'est pas le SNJ-CGT qui me dira l'inverse. Dans un certain nombre de journaux, il y a aussi des sociétés des journalistes qui sont en capacité de protester. Si, par exemple, Elina, vous étiez journaliste, vous pourriez devenir délégué syndical et être un des garants de la déontologie de votre rédaction. En tant que correspondante, vous ne le pouvez pas. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Et donc en fait on touche à un truc qui est très important, c'est que la presse locale est prise dans une espèce de quadrature du cercle où il faut faire des meilleurs sujets, il faut être déontologique, il faut s'attaquer au pouvoir, parce que c'est ça qui fait vendre, et qu'on a besoin de vendre, on peut plus se reposer sur la pub. Et en même temps on n'a pas d'argent, donc on emploie des correspondants, et en fait de manière très systémique, employer une certaine portion de correspondants, et tout à l'heure, pour ceux qui ne comprennent pas, à Ouest France, c'est pas le cas de tous les journaux, mais à Ouest France, les correspondants, c'est 70% des pages du journal. C'est-à-dire qu'on est sur une proportion où, en fait, concrètement, les pages sont remplies par les correspondants. Et donc, en fait, on exige des choses sans donner un salaire et en étant pris dans une contrainte économique qui fait que, en fait, on n'est pas en capacité de proposer au lecteur ce qu'on sait qu'on devrait lui proposer pour pouvoir se sauver économiquement. Voilà. Antoine, sur cette question de la déontologie, vous qui êtes tout jeune, tout frais, est-ce qu'on vous a donné un peu des clés, des billes là-dessus à Tours, à l'école? Est-ce que vous en aviez avant? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Avant l'école de journalisme, correspondant local de presse, par exemple. Quand j'ai commencé à être correspondant, c'est pas quelque chose dont on nous a parlé. On a un petit entretien au début et c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément le sujet. Mais en école, on a quand même des cours dessus. On nous fait bien comprendre que c'est important. Mais aussi en école, ce qu'on a, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... Par exemple, j'ai eu différents témoignages d'écoles avec des titres de presse qui vont dans les écoles pour ensuite dire est-ce que vous voulez travailler pour les journaux, est-ce que vous voulez faire ça? Pour nous ça marche, mais je crois que pour les correspondants il faudrait aussi, parce que là aussi on touche une limite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des formations, mais donc comment on fait pour s'assurer une déontologie sans faire de formation et sans rentrer dans une relation un peu de salarié? Mais nous en école on a une déontologie. Est-ce que juste, pardon, je voudrais que Antoine, est-ce que vous avez déjà été confronté, vous, vous disiez tout à l'heure, vous alliez voir beaucoup de matchs et tout ça, mais est-ce que, par exemple, vous vous êtes fait grogner dessus en ayant dit du mal de tel ou tel entraîneur après comment on appelle ça, une défaite ou autre? Est-ce que vous avez été soumis à des pressions? En gros, c'est ça ma question. Pour mon cas, j'ai pas été correspondant sportif, du coup, j'ai pas eu à gérer de ce côté-là, mais je sais qu'il y a des correspondants. Quand je bossais à Ouest France cet été, qui ont des liens avec la mairie, avec des acteurs associatifs, et il y a des choses qui nous appelaient, ils avaient des retours, on les menaçait pas physiquement, mais on disait ça par exemple, tu ne publies pas, ça va nous porter préjudice, donc tu fais attention. Donc c'est des choses bien sûr qui arrivent. Donc on vous le dit, non mais c'est vrai, c'est Mathieu qui parlait de son expérience de commentateur de match, c'était pas vous Antoine, pardon. Mais oui, du coup, vous, dans l'associatif, on a pu vous dire non ça tu le dis pas. Moi, on me l'a pas dit parce que j'étais journaliste, on l'a dit à des correspondants et j'étais à un poste où en fait, j'aime pas dire ce mot, mais on gérait en fait en termes de relations humaines des correspondants et c'est quelque chose qui remontait. Je vais pas dire pas à tous les articles, mais on en avait quand même souvent. Et donc ils sont soumis à une certaine pression et d'un côté, on leur donne peut-être pas les clés pour savoir comment gérer ça. Ça se voit quand on les lit. Enfin, moi, j'en lis un local, je ne dirais pas lequel. Ouais. Alors parfois, c'est géré dans les rédactions aussi de manière assez étrange. Ça arrive que des maires téléphonent
aux responsables des correspondants pour se plaindre de tel ou tel correspondant. Et parfois, pour que la personne se calme, c'est aussi le journaliste qui a fait une petite interview du maire en passant bien sa com, et comme ça, il s'est calmé contre le correspondant. Alors, la question déontologique, là, quand même, elle est assez surprenante. Mais les questions déontologiques, on n'est pas formé à ça. Par contre, on a des discussions régulières avec les journalistes. Par exemple, sur la question aussi de est-ce qu'on fait relire un papier. Ça arrive très souvent. Les sources qui nous disent « Ah, j'aimerais bien relire avant publication ». Donc, on évolue sur cette question-là avec les échanges entre pairs et avec les échanges aussi avec les journalistes. Une ou deux interventions encore, et puis j'aurai moi une dernière question pour essayer de sortir de ce constat triste et essayer d'aller de l'avant. Une ou deux interventions. Je veux bien, mais alors par contre, on sort complètement de la déontologie. L'essentiel étant de rester sur les correspondants locaux de presse. Oui, alors justement, en fait, moi je suis correspondante à 100%, alors donc je ne sais pas si c'est illégal ou quoi, mais en tout cas, j'étais déjà... En tout cas... Comment ? Voilà, on est 10%. Mais ce qui me fait sourire depuis tout à l'heure, en fait, c'est qu'on est en train de parler d'un sujet, je crois que personne, en fait, n'est capable d'en définir exactement les contours. On voit que ça dérange parce qu'on ne sait pas quel mot utiliser, quel élément de langage, etc. Et on ne sait pas si on est travailleur. De quel contour on n'arrive pas à définir ? Du statut du correspondant, en fait. C'est tout le sujet, oui. Voilà. Effectivement. Non, mais c'est marrant, quand on parle d'un sujet, en fait, finalement, on ne sait même pas... En tout cas, on voit toujours qu'on est borderline. On voit effectivement que ça évolue et qu'aujourd'hui... moi, je suis peut-être en illégalité totale, ou le journal, je ne sais pas. D'ailleurs, on va vous dénoncer en sortant, parce que vous ne savez pas quoi faire de... Non, s'il vous plaît, j'en ai besoin, je fais partie des 51% qui ont besoin de ces salaires. L'intervention d'Élodie m'appelle une question, c'est est-ce que du côté des journalistes, est-ce que les journalistes, vous pourriez définir la différence entre le journaliste et le correspondant ? Il faudrait des journalistes locaux pour faire ça. Non, parce que voilà, c'est ce que j'allais dire. On travaille avec des journalistes. Je voulais dire... Caroline a fait ça très bien. Oui. Non, mais je précisais. Non, parce qu'en fait, pour moi, il y a journaliste. En fait, je pense qu'entre ce que Loris fait à Arrêt sur Image ou ce que vous faites dans votre rédaction, ou moi en tant que correspondante, pour le coup, il y a une universitaire qui a théorisé un peu ce terme de localier, dans lequel elle inclut les correspondants, en fait. Et Pauline Amiel, qui a fait un article sur la question, et concernant les sujets qu'on traite, moi, ça m'arrive très souvent d'être en parallèle avec le journaliste du titre de presse concurrent, en fait. Et au final, on sort des articles plus ou moins similaires. Donc la frontière, pour le coup, est très floue en local sur la différence entre un papier de journaliste et de correspondant. Et on co-signe des articles aussi. Oui. Mais Caroline, là-dessus, Caroline, là-dessus, sur la différence que vous pointeriez entre un localier de votre rédaction et un des correspondants locaux que vous accompagnez ? Je pense qu'à partir du moment où on rédige des articles et on publie des informations dans un journal, c'est vrai que c'est un travail journalistique. La différence, c'est que le journaliste est salarié du journal et qu'il a une carte de presse. Mais justement, là quand on a 100% de ses revenus qui viennent de la publication d'articles dans la presse, ça veut dire que vous pouvez demander votre carte de presse. Ça va embêter Ouest France, mais c'est pour ça que nous, on n'embauche pas de gens comme correspondants. Enfin, c'est pas grave, c'est la concurrence. Non, parce qu'il faut être salarié. Non, mais je tiens à préciser une chose. On parlait des syndicats. Effectivement, vous pourriez aller voir le SNJ-CGT ou le SNJ ou le CFDT ou le CFDT journaliste. Ils vous aideraient à engager une procédure de requalification au prud'homme. Ça prend entre 3 et 5 ans. Et puis vous aurez ou alors vous avez l'autre option, qui est de prendre votre carte de presse directement, parce que la CCIJP attribue des cartes de presse aux correspondants qui gagnent plus que le revenu nécessaire pour avoir la carte de presse. Et puis vous allez voir votre journal avec votre nouvelle carte de presse et vous dites « Bonjour, vous êtes très content de moi, je suis journaliste ». Et le journal, il fait « Bonne journée, vous pouvez aller trouver un autre travail ». C'est ça la réalité pour le correspondant. Je ne connais pas un... Alors, oui, Pablo, et quel veut... Pablo, une dernière petite remarque ? Oui, ça dépend, je pense, de la taille des journaux. Moi, en tant que journaliste, je te dirais que la principale différence, c'est qui traite l'information avant qu'elle soit publiée. C'est-à-dire, quand j'étais journaliste et que je travaillais avec des correspondants locaux de presse, souvent, quand la plupart, enfin, un certain nombre de retraités, par exemple,
avait une très très bonne connaissance d'un village ou d'un maillage de village, comme la montagne bourbonnaise dans l'Allier par exemple, et il m'envoyait des informations qui n'étaient pas publiables telles quelles. Et donc moi je devais faire un travail journalistique pour titrer, mettre un chapeau, rédiger les choses de telle ou telle manière pour que ça puisse être publié, même si je trouvais que ce correspondant trouvait des informations qui étaient meilleures que ce que moi j'aurais pu trouver ou dans le temps où j'aurais pu mettre pour la trouver. En revanche, quand un correspondant local de presse, je pouvais lui donner un sujet, un angle, et aller le faire complètement, et ce qu'elle me rendait était publiable tel quel, cette personne, elle faisait un travail de journaliste et pas de correspondant local de presse. Et il m'est arrivé de dire, cette correspondante locale de presse, elle ne doit pas être CLP, elle doit être journaliste, et de l'embaucher dans le journal en tant que journaliste. Après, c'était un tout petit journal, on était dans une situation, enfin on était 4, à un moment donné on est passé à 5, moi je suis passé rédacteur chef adjoint, et on l'a pu embaucher à ma place, on a pu l'embaucher à ma place, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et après le statut, sincèrement, dans le statut de journaliste, il y a la clause de cession, la clause de conscience. Un correspondant local de presse n'a pas cette clause de conscience puisqu'il n'a pas le statut de journaliste professionnel. Là, c'est une différence. Merci Pablo pour cette différence aussi pointée. On prend une dernière intervention dans la salle, puisqu'il y en a une. Oui, bonjour. Je m'appelle Johan Jäger, je suis photojournaliste chez Divergence Images. Je voulais revenir sur une question sur la part des jeunes qui rentrent dans le métier de journaliste, en commençant par le métier de correspondant local. Et dans un deuxième temps, demander en fait, comment est-ce qu'on peut peser un peu pour faire avancer cette situation. Je trouve que c'est assez symptomatique. En fait, on voit que les jeunes sont ubérisés et que même parfois, pour être correspondant, ils doivent avoir un boulot à côté. Que des retraités, pour avoir un complément en retraite, accèdent à ce genre de métier aussi. Pour moi, c'est assez symptomatique en fait de quelque chose qui est assez transversal dans le métier au niveau de la réalité sociétale aujourd'hui. On voit aussi que dans les organes de presse, il y a quand même des compromis qui sont faits à différentes échelles pour tirer des revenus et pour à la fois à l'échelle locale et après sur les droits voisins ou autres, voilà, il y a des compromis assez larges qui sont faits et qui ont des conséquences très graves parmi celles-là sur l'état économique de la presse. Au niveau de comment est-ce qu'on fait pour sortir de là, pour moi il y a aussi une responsabilité qui est partagée de l'ensemble de la profession. Les journalistes qui acceptent de diriger, c'est pas pour jeter la faute sur madame, mais c'est sur l'ensemble de la profession qu'aujourd'hui on voit bien qu'on tient tous à nos postes et que voilà, sortir un peu en lutte, ça peut mettre en difficulté par rapport à une hiérarchie, mais à la fois accepter de diriger des correspondants sans les diriger, ça pose quand même un souci aussi de déontologie, je trouve. Au sein des rédactions, c'est quand même assez grave. On voit bien que ça fragilise vraiment l'ensemble de la presse et du contenu. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça, sachant que je pense que ça ne viendra pas de ceux qui dirigent au niveau économique. Des actionnaires et des actionnaires. Et comment est-ce qu'on fait au sein du métier pour entrer en lutte contre un système global qui fait que là, ça se casse la gueule. Globalement, moi je vois aussi en photo, on est en pigiste photo, on est pareil. En pigiste, enfin je fais aussi des piges en tant que journaliste, c'est exactement pareil. Le focus là qu'on fait sur le correspondant, si on élargit un peu au métier de pigiste, on retrouve quand même des choses qui sont très similaires. Voilà, pour moi, il y a vraiment une responsabilité commune. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'emparer de ces sujets-là et peser collectivement voilà. Donc, première question, la part des jeunes qui rentrent dans le métier par l'activité de correspondant. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, la part de syndiqués parmi les journalistes, mais bon, l'état du syndicalisme aujourd'hui, je pense, c'est assez en déclin aussi. Voilà. Merci. Cette dernière intervention est une habile transition vers ce que je voulais qu'on fasse en fin de table ronde. Merci beaucoup. D'abord, est-ce que quelqu'un sait, Antoine ou Loris, la part des correspondants qui sont des jeunes qui veulent entrer dans le métier par ce biais-là? On le connaît, le chiffre? Non, on n'a pas le chiffre, c'est une première réponse. Ouais.
Mais ça reste de l'ordre du CLP, sondage. On a réalisé un sondage il y a 1 an et on avait 1% d'étudiants qui étaient, 1% des CLP qui étaient étudiants. Ouais, mais il y a un biais, c'est que nos contacts étaient probablement plutôt des anciens correspondants que des nouveaux correspondants. Oui, je pense que effectivement, ça paraît pas un chiffre très établi dès lors que c'est un sondage. Et vous y êtes pour rien, hein, mais voilà, c'est pas un chiffre hyper établi. Quant au taux de syndicalisation dans le métier, Loris, vous savez ça, vous? Je ne vais pas donner de chiffre, je vais donner une appréciation relativement faible. Oui, comme dans Pablo, le métier. Le taux de journalistes qui seraient syndiqués C'est un peu plus élevé que le taux de syndicalisation des travailleurs en France en moyenne. Moi, je crois que c'est entre 10 et 15%. Ok, c'est plus Après, élevé. il y a quand même une très très grande différence par branche et par secteur. C'est-à-dire que dans le service public, le taux de syndicalisation est 2-3 fois plus élevé. Okay. Et en PQR, vous avez une idée, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui? Non. Non. Bon. On va essayer de chercher ça. On va faire un dernier tour. Juste sur les syndicats, quand même, le ministère de la Culture nous a dit que le salut ne viendrait pas des syndicats, que c'était des forces conservatrices qui allaient jouer contre nous, en fait. Voilà. C'est le discours du ministère de la Culture. Oui, bien sûr. Après, nous, on a les portes du ministère de la Culture aussi ouvertes, donc on peut poser des Mais questions. de toute façon, on va changer bientôt de ministre de la Culture. Oui, bien sûr. Donc je vous propose qu'on reprenne ce débat quand on saura qui va avoir le poste. Juste, pardon, un petit commentaire sur la question de la syndicalisation, parce que l'année dernière, je fais quelques formations au niveau européen qui me permettent de voir les choses différemment. Il ne faut pas prendre en compte le taux de syndicalisation des travailleurs en France, quelle que soit la branche. Parce que la France, c'est le pays... Ça ne nous arrange pas. Oui. Non, pas seulement ça ne nous arrange pas, mais la France, c'est le pays qui a le plus grand niveau d'extension des accords collectifs. Ça veut dire que quand une décision est prise, quand une convention collective est signée, quand un accord de branche est signé, il s'applique à tout le monde, oui, d'accord, qu'il soit syndiqué ou non. S'il y a un fort taux de syndicalisation, il y a des chances qu'on pèse un peu plus dans les négociations. C'était ça le sens de ma remarque. Aujourd'hui, une négociation se fait parce que les organisations sont représentatives, peu importe le niveau de... Bien sûr que ça a un poids sur le rapport de force, mais au-delà du rapport de force, tu as parlé des représentativités. Le ministère dit vous n'êtes pas représentatif, on vous écoute. La France a un système de représentativité et non pas de nombre. Les syndicats sont représentatifs même s'ils n'ont pas énormément d'adhérents. Merci Pablo. On va faire un dernier tour de table avec chacun d'entre vous. Je voudrais vous poser à tous la même question. Proposez-moi 2 ou 3 max mesures pour essayer de sortir de l'impasse. Parce que là, je crois que le contexte, le constat, il est assez largement partagé par vous tous. Est-ce que chacun d'entre vous a 1, 2, 3 max idées pour essayer de faire changer les choses? On va peut-être commencer par Antoine. Tout jeune, il va être à l'aise, il va être content. Puis tant que vous y êtes, Antoine, dites-nous si on pourra écouter quelque part votre enquête audio une fois qu'elle sera montée. Première vue, c'est déjà scolaire, mais le problème, c'est que, on en parlait justement, il y a pas mal de correspondants, peut-être dépendants de leur activité, qui ne veulent pas donner leur nom. Parce qu'ils pensent que ça peut leur porter préjudice et qu'ils ne veulent pas que ce soit publié. Et pareil, les groupes de presse, et j'ai eu l'Alliance de la presse d'information générale, pareil, en fait, ils ne veulent pas que ce soit publié, sinon ils ne parlaient pas. Du coup, pour une première version, voilà, c'est ça, une première version scolaire. Après, bon. si je publie quelque chose d'assez écrémé, il n'y aura pas forcément d'intérêt. Du coup, je préfère pas faire de fausse promesse. C'est ça qu'ils vous ont répondu et qu'ils n'ont pas répondu. C'est aussi ça, mais je sais pas si j'ai des solutions, mais j'ai peut-être une discussion. C'est que c'est important de voir, on a l'aspect économique, mais derrière il y a des gens, et quand on entend des gens, par exemple, qui veulent pas donner leur nom, ça donne un peu... il y a quand même un espèce de stress derrière, et je pense que c'est important que déjà le collectif soit présent ici, que le collectif se fasse entendre et que le collectif surtout communique. Parce que je pense qu'on arrivera à faire changer les choses, et c'est avec ça, en essayant de se rassembler pour ensuite peser plus haut. Alors si les syndicats se mettent dans cette phase, si le collectif continue à gagner des adhérents, et si aussi les médias... communique là-dessus, parce que le Loris l'a dit, il n'y a que son enquête, il y a eu un papier de France 3 au moment où le collectif a vu le jour, mais sinon il n'y a rien. Et c'est ça aussi qui fait qu'on n'avance pas, s'il y a une certaine invisibilisation, et les titres de PQR ne peuvent pas écrire dessus, parce que s'ils écrivent dessus, ils se tirent dans les pattes eux-mêmes. Du coup, c'est aussi ça un peu le problème, quoi. Merci Antoine. Loris, les solutions auxquelles vous pensez? Ou les pistes, ou les discussions à lancer? J'en ai plein. Non, mais je vais essayer d'être concis. Par contre, je vous alerte, je vais parler du point de vue du patron de presse.
pour changer. Je vais dire d'où je parle. On l'a perdu. Non, mais il se trouve que... Au bout d'une heure et demie, on l'a perdu. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être rédacteur en chef d'hebdomadaires gratuits financés par la publicité, ce qui n'existe quasiment pas en France, mais ça existe beaucoup aux États-Unis et en Allemagne. La question s'est posée d'embaucher des correspondants. Je me suis battu pour embaucher un journaliste à la place. Je vais donner un autre exemple. À Arrêt sur Image, depuis 1 an, on a divisé par 3 le nombre d'articles qu'on publie. Par 3. Nos lecteurs ne nous ont pas quittés en masse. Donc en fait, moi j'ai une proposition qui est assez radicale et qui est à mon sens la seule qui financièrement est viable, autre que celle du chemin lent et douloureux que je viens d'engager le collectif et qui prendra des années. C'est tout simplement de réduire la pagination, d'embaucher les correspondants qui font déjà un travail de journaliste ou qui sont en capacité de faire un travail de journaliste, d'expliquer aux lecteurs pourquoi on le fait, parce qu'on a été pris dans un système qui aujourd'hui lèse tout le monde, des lecteurs aux correspondants, aux journaux même s'ils ne s'en rendent pas compte, et d'exiger de l'ensemble des journalistes et des anciens correspondants devenus journalistes de faire des papiers percutants qui fassent vendre le journal. Et je veux juste conclure par une chose, ça laisse de côté la question de la formation des jeunes journalistes et de l'accès à la profession, parce que la PQR est un accès majeur à la profession, en particulier de journalistes qui n'ont pas la chance ou l'argent de financer Sciences Po ou des études de journalisme. Je pense qu'il est possible de conserver cet accès à la profession hors du système des correspondants, c'est-à-dire en ouvrant, certains l'ont déjà fait, des stages, en ouvrant largement à l'alternance. C'est un mouvement qui est déjà engagé, et je pense que la presse locale a un rôle absolument majeur à jouer là-dedans, mais que c'est possible, qu'il n'est pas obligé de sous-payer des gens pour faire des tâches où on a beaucoup trop d'exigences pour ce qu'on les paye, tout en formant des gens, sans que ça pose de problèmes particuliers. Maintenant, il faut assumer vis-à-vis du lecteur de diviser le nombre de pages par 2. Ça, c'est à mon sens... Enfin non, j'ai pas à penser, moi, je fais qu'animer, pardon. Elina. Moi, j'avais envisagé des chemins peut-être un peu plus complexes et tortueux, mais en tout cas, peut-être pour arriver à ce résultat, j'en sais rien. En tout cas, nous, on se dit qu'il y a peut-être un moment où on va se saisir de la voie judiciaire, ça c'est sûr, au niveau des inspections du travail, au niveau des prud'hommes, voilà, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais aussi, enfin, ces moyens-là, c'est peut-être pour arriver à cet objectif, j'en sais rien. En tout cas, il faut que les médias se saisissent de la question aussi. Alors peut-être justement, si on fait des actions judiciaires, ça va peut-être intéresser un peu plus de médias. C'est ce que nous dit le ministère de la Culture aussi. Désolé, je les écoute beaucoup, mais en gros, ils nous disent « Ah, faut faire du bruit, comme ça, peut-être qu'après, il y aura des parlementaires qui s'y intéresseront. Peut-être une commission parlementaire. » Ouais. La question de la passerelle, effectivement, le problème d'un certain nombre de correspondants qui font un travail de journaliste, c'est qu'il n'y a pas de passerelle, en fait. On est bloqué dans cette case correspondant, il n'y a aucune évolution qui est possible. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Voilà. Caroline ? Est-ce que j'aimerais bien vous entendre déjà réagir à la proposition que faisait Loris de diminuer la pagination pour... Mais j'ai envie de dire, vous vous rendez pas compte, on a diminué déjà, on fait que ça, de réduire la pagination depuis plus de 10 ans. Tous les correspondants le disent, ils ont pu... Je veux dire, ça se réduit et ça se réduit encore. Effectivement, alors, dans ce que dit Loris, moi je me retrouve. On est la presse quotidienne régionale, je pense, mais moi je suis pas la défenseur de la PQR, je suis pas la directrice de la Nouvelle République, je ne suis qu'une journaliste de la Nouvelle République. Mais j'ai été journaliste en local, etc. Je pense qu'effectivement, on est dans une évolution. La PQR cherche un modèle, cherche une évolution pour survivre. Et ça fait partie, ce statut des correspondants va évoluer avec. C'est vrai que c'est cette époque où on se reposait sur des correspondants dans les villages pour couvrir l'ensemble du territoire de proximité. Il est appelé à évoluer. De quelle manière? À disparaître peut-être? Moi, je n'en sais rien. Ce que vous dites est une piste, je pense. Mais la pagination, elle est déjà réduite. Elle va peut-être encore se réduire. À un moment donné, on ne peut pas non plus réduire trop parce que le lecteur finit, les ventes s'effondrent. Donc jusqu'où on peut réduire la pagination et embaucher les gens comme journalistes plutôt que correspondants, je ne sais pas. Mais du coup, tous les gens qui sont correspondants aujourd'hui ne vont pas devenir journalistes, quoi. Je veux dire, il y a un moment... Est-ce que vous avez d'autres pistes que vous aimeriez nous soumettre? Honnêtement, non. Moi, je n'ai vraiment pas de pistes, hein, parce que la PQR elle-même est dans une quadrature du cercle... on ne sait pas du tout comment le journal lui-même va s'en sortir. Donc, je ne sais pas. On est pris entre l'évolution sur Internet et la baisse des ventes. C'est un modèle
si quelqu'un avait trouvé le modèle qui marche, on le saurait déjà. Eh bien, merci. Merci à tous. Alors, je sais que je vais frustrer quelqu'un, puisque Loris m'a cafeté la main levée, mais la table ronde se termine ici. Parce qu'il y en a d'autres derrière et qu'il faut que les ateliers puissent les uns sortir, les autres s'installer, etc. Rien ne vous empêche, bien au contraire, de poursuivre ces conversations informelles autour du café, etc. Merci à tous, merci à nos intervenants déjà, merci à tous d'avoir écouté, participé, d'être intervenus et bonne suite des assises.